Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Truchot. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir, président du conseil d'administration de l'Institut de sondage Ipsos, troisième acteur mondial des études de marché d'ailleurs, Nielsen et Kantar. On va parler de vos publications de résultats, des comptes 2023, mais juste avant, un tout petit peu, vous avez vu, juste avant, on parlait de l'élection américaine, on parlait des projets de Joe Biden, augmenter la taxation des riches et des entreprises. Juste d'un point de vue des sondages, le président sortant, Joe Biden, est devancé par Trump dans les sondages. À 8 mois du scrutin, il y a 4 points d'écart, on donne les chiffres, dans ce qu'on appelle les swing states, les États clés où se jouera l'élection. Tout reste ouvert sur la présidentielle américaine parce que novembre, c'est loin. D'abord, 4 points, c'est pas beaucoup. Ouais. Et novembre, c'est loin. Donc, on a une équipe qui travaille aux États-Unis depuis longtemps là-dessus, qui d'ailleurs a été l'une des premières a indiqué que Trump risquait d'être élu quand il a été élu en 2015, je crois. 2016. Ouais. Voilà, donc ils sont en train de travailler. Ils seront d'ailleurs à Paris au mois de mai. Ah, on va les recevoir. Voilà, si vous voulez. Et pour l'instant, ils disent quoi alors? Et pour l'instant, ils disent que les choses évoluent, mais qu'elles ne sont certainement pas fixées. Aujourd'hui, on est dans une situation très particulière dans laquelle vous avez deux candidats auprès desquels je fais plutôt jeune, moi personnellement. donc je me sens très à l'aise dans ce que je fais. Et en fait, c'est aujourd'hui une société, la société américaine, qui est effectivement très polarisée, très divisée. On le voit d'ailleurs sur le conflit à Gaza et qui peut... Tout va dépendre en fait de la capacité de chacun des deux candidats à mobiliser dans son propre camp. C'est-à-dire celui qui mobilisera le mieux dans son propre camp gagnera l'élection. Pour l'instant, il y a des républicains qui n'ont pas nécessairement très envie de voter pour Trump, et puis il y a des démocrates qui n'ont pas très envie de voter pour Biden. C'est ceux-là qu'il faudra mobiliser. C'est ceux-là qu'il faut mobiliser. Il faut mobiliser chez soi avant toute autre chose. Donc tout reste ouvert pour les deux, pour le président sortant comme pour Donald Trump. Tout à fait. Un petit mot, parce que retour en France, un autre sondage, il est IFOP, qui donne pour la première fois Marine Le Pen élue au second tour en 2027, que ce soit face à Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, elle sera à 50-50 face à Édouard Philippe. On manie tout ça aussi avec prudence, parce qu'on est là encore, c'est 3 ans avant l'élection. Mais comment il faut interpréter ce sondage ? Il n'y a rien à interpréter. Les enquêtes, c'est le reflet à l'instant T. De la réalité. À un moment, à un instant, enfin ça ne change pas tous les instants, mais à un moment, on est à 3 ans de l'élection présidentielle. On ne sait pas d'ailleurs qui sera candidat à l'élection présidentielle, puisqu'on dit Attal, Philippe, il peut y en avoir d'autres. Donc tout dépend de ce que sera la situation. Alors pas dans 3 ans, mais disons dans 1 an avant l'élection, on commence à avoir une idée de ce que pourrait être l'élection. Là c'est un peu tôt. Il y a un excellent sondage Ipsos qui va paraître dans Le Monde aujourd'hui, qui donne pour les élections européennes, qui sont quand même plus proches. Oui. Merci de le souligner. qui nous permettent peut-être d'avoir une idée un peu plus précise des choses, qui montrent qu'en effet, le Rassemblement national a aujourd'hui une position tout à fait importante dans le paysage politique français. Allez, maintenant on parle d'Ipsos et de 2023. Vos comptes ont été publiés. Chiffre d'affaires en croissance de 3%. C'était, je crois, 6%, un peu moins de 6%, 5,7% en 2022. Comment on explique cet atterrissage de la croissance ? Alors, en 2023, d'abord, il y a eu la fin d'un certain nombre de contrats qui avaient continué en 2022 et qui étaient liés à la pandémie. Donc hors ces contrats, on est plutôt entre 4 et 5%, ce qui est une performance correcte dans un paysage, si je puis dire, dans lequel certains marchés ont été assez affectés. La Chine, par exemple, dans laquelle Ipsos a une position très importante. Ça pèse combien de votre activité ? Ça pèse 7% de notre activité. Donc si vous faites 0 sur 7%, il faut faire plus sur les autres. Et ça patine. Donc, le marché global qui patine toujours en Chine. On sait que la croissance si vous voulez, le problème de la Chine, c'est le problème de la consommation, c'est le problème du financement, disons, des déficits, notamment du marché immobilier. Donc
Donc c'est un pays, si vous voulez, qui a connu une croissance absolument formidable pendant 40 ans, un petit peu comme l'Europe après la guerre, comme les États-Unis entre 1870 et 1920 ou 25. Enfin bref, donc il y a comme ça des moments où certaines parties du monde connaissent des croissances incroyables, et ça a été le cas de la Chine qui s'est évidemment beaucoup transformée. Maintenant, la Chine a fait sa transformation et doit trouver sa place, ses équilibres, et ça n'est pas si évident que ça. Et dans les autres... Bon, donc, si vous voulez, il y a certains marchés qui ont été en difficulté. Il y a certains clients avec lesquels aussi on a eu des baisses de chiffre d'affaires, notamment les grands de la tech, puisque 2023, c'est une année... il y a la première partie de 2023 et la deuxième partie. Donc dans la première partie de 2023, on n'a pas eu de croissance du tout. Et dans la deuxième partie de 2023, on a eu une croissance plutôt de l'ordre de 6 ou 7%. Et ça correspond aussi, la deuxième partie de 2023, au moment où les sociétés de la tech, les grandes sociétés, ce qu'on appelle aujourd'hui les Magnificent Seven, donc toutes ces sociétés qui réussissent très bien, ont repris leurs investissements, ont repris disons, leur marche en avant, qui avait été partiellement, affaiblie. Il y a eu le boom après la pandémie, et puis la deuxième partie 2022, la première partie 2023 ont été une période d'ajustement, où il y a eu des restructurations, des licenciements, des réflexions. Des hausses de taux d'intérêt aussi. Comment ? En lien aussi avec la remontée des taux d'intérêt. Alors pour les boîtes de la tech, je ne suis pas sûr que les taux d'intérêt jouent un rôle si important que ça. Par contre, les valorisations. Les valorisations jouent un rôle important, et aussi la demande telle qu'elle s'exprime vis-à-vis d'eux, qui a été extrêmement forte pendant la pandémie et les confinements, et qui s'est ralentie, etc. Et les valorisations d'ailleurs des boîtes de la tech sont liées à des perspectives de croissance de l'activité de 15-20% par an, ce qui est possible si vous êtes petit, ce qui est beaucoup plus compliqué quand vous faites comme Google 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est sûr que dans des conditions comme celle-là, il y a des moments qui sont plus favorables, il y a des moments... Les sociétés américaines sont des sociétés qui ont des gestions qui sont très à long terme, mais aussi très court-termistes sur la stratégie est de long terme, mais les tactiques sont très court-termistes. Donc Google a pu licencier plusieurs dizaines de milliers de salariés et puis les réembaucher quelques mois plus tard. Donc nous, ils ne nous ont pas licenciés, mais ils ont réduit leur activité avec tout leur écosystème de fournisseurs. Et puis depuis les derniers mois de 2023, ça va sur 2024 sur 2024, ça se passe plutôt bien. Avec eux, je pense, avec eux. Non, je vous dis, ça se passe plutôt bien. Et d'ailleurs, on a annoncé que notre croissance d'activité serait supérieure à 4% en 2024, donc serait meilleure que ce qu'elle a été en 2023. Ouais, juste pour clore 2023, Didier Truchot, résultat net en recul de 26%, 160 millions d'euros, mais il faut prendre en compte cette dépréciation intégrale de vos activités, de vos actifs en Russie, 60 millions d'euros, sinon votre résultat net aurait été en croissance, c'est ça? Oui, enfin, elle aurait été stable. Ou stable, voilà. Oui. Bon, voilà. Voilà, alors on parlera de la Russie un autre jour, mais je constate qu'il y a en ce moment une sorte de coalition entre l'Union européenne et le régime de Poutine pour en gros faire en sorte que une société comme Ipsos, par exemple, qui est toujours présente en Russie, ait des difficultés à la fois pour appliquer les sanctions de l'Union européenne et pour appliquer les lois que le régime de Poutine veut imposer aux sociétés comme la nôtre. Donc c'est une conjugaison d'intérêts qui est intéressante. Et quand vous dépréciez 60 millions d'euros, vos actifs, ça que vous les mettez à zéro? Ça couvre, non pas nos revenus, mais ça couvre nos actifs, c'est-à-dire nos goodwill, nos fonds de commerce, l'argent qu'on avait pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise en Russie, etc., etc., etc. Donc si demain on est amené à fermer complètement nos activités en Russie, ce qui est possible, puisque c'est à la fois, semble-t-il, le souhait de l'Union européenne et de Poutine, qui sont moins d'accord là-dessus, eh bien, il n'y aura plus de conséquences sur les... C'est pas votre souhait à vous? Ça n'est absolument pas mon souhait à moi. Je ne souhaite pas, si vous voulez, à partir du moment où
Je dirais, Ipsos est présent, si vous voulez, dans le monde entier et pas que dans des pays démocratiques. Ipsos est présent dans le monde entier et pas que dans les pays qui n'ont jamais envahi un autre pays. Ipsos est présent là où nos clients sont présents et nous avons, aujourd'hui encore, beaucoup de clients occidentaux en Russie. Il faut savoir que plus de 80% des entreprises occidentales qui étaient en Russie avant le 24 février 2022, le jour du déclenchement de la guerre et de l'invasion de l'Ukraine, ils sont toujours présentes en Russie. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, donc vous lirez une interview très intéressante du président du conseil d'administration de Mondelez, qui est l'un des plus grandes entreprises dans la partie alimentaire, qui vous explique que aujourd'hui, Mondelez est en Russie, très content d'être en Russie, que d'ailleurs, aucun des actionnaires de Mondelez ne se plaint des activités de Mondelez en Russie. D'ailleurs, la position officielle du gouvernement français est une position dans laquelle il est tout à fait possible pour des entreprises comme Ipsos de rester en Russie. Si vous voulez, si le gouvernement français nous avait demandé, ou si la loi nous avait imposé de quitter la Russie, on aurait quitté, il n'y aurait pas de sujet. Donc on peut rester en Russie, on a tout à fait le droit de rester en Russie, mais aujourd'hui, les contraintes qui nous sont imposées à la fois par l'Union européenne et par le régime russe font tout pour que nous ne restions pas en Russie, et donc nous serons peut-être, malheureusement, obligés de quitter la Russie. Une décision que vous pourriez prendre cette année ? Une décision qu'on peut prendre demain matin, oui. Bon. Ben justement, tiens, la forte incertitude mondiale, en lien avec la géopolitique, en lien aussi avec l'économie, est-ce que tout ça, ça profite, entre guillemets profite, les instituts de sondage, qui ont besoin encore plus d'avoir une boussole dans ce brouillard épais? Mais écoutez, la promesse qu'Ipsos fait à ses clients, c'est une promesse... alors, ça se dit plus facilement en anglais, parce que c'est les 4 S, donc je vais le dire en anglais. Ouais. C'est Security, Simplicity, Speed and Substance. Donc ce que nous faisons, c'est que nous produisons des informations, nous analysons des informations qui sont à peu près exactes. Enfin, en tout cas, on a une promesse de faire en sorte qu'elles soient le plus exactes possible, qui parviennent à nos clients, disons, le plus rapidement possible, dans un format, dans des formats qu'ils peuvent comprendre, qui sont accessibles, donc ça c'est la notion de simplicité, et enfin qui disent des choses qui sont importantes pour leur activité, pour les décisions qu'ils ont à prendre. Donc ça c'est notre promesse. Dans le cadre de cette promesse, il est évident que nous vivons dans un monde dans lequel il y a énormément d'informations qui sont fausses, qui sont produites rapidement, oui, sans doute, même parfois très rapidement ou trop rapidement, pas nécessairement avec beaucoup de simplicité ou de cohérence ou de clarté, et puis certaines ont des contenus et puis d'autres ne disent rien d'intéressant. Donc c'est sûr que Ipsos et ses confrères d'ailleurs, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, on a un métier d'ailleurs qui progresse, enfin qui croît, et on est tout à fait rassuré sur notre possibilité de continuer dans les années qui viennent à assurer cette mission qui est de donner à nos clients suffisamment d'informations pour qu'ils prennent des décisions qui soient, disons, les plus cohérentes et les meilleures possibles. Et ainsi, vous visez, alors j'ai vu ça, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'année prochaine, oui. En 2025. Oui. Aujourd'hui, enfin 2023, on était à 2 milliards 4. 2 milliards 4, voilà, on sera... Alors après, il y a deux effets qu'on ne maîtrise pas complètement, les effets d'échange, puisque par exemple en 2023, nous avons été affectés par l'échange, notre chiffre d'affaires a baissé de 4% parce qu'il y a beaucoup de monnaies qui sont dévaluées par rapport à l'euro. Donc s'il n'y avait pas ces effets de change, le chiffre d'affaires aurait été supérieur à 2,5 milliards. Donc je ne sais pas quels seront les taux de change entre l'euro et les différentes monnaies dans lesquelles on travaille. Et vous faites des couvertures 2025. Non, on ne fait aucune couverture. Ah, aucune couverture. Ben non, parce que si vous voulez, le coût des couvertures est supérieur à ce on fait notre travail dans nos différentes monnaies et ensuite on convertit en euros. Voilà. Donc ça c'est mon premier point. Mais le deuxième point, c'est que ça dépend aussi du rythme auquel on va faire un certain nombre d'acquisitions. On a dit qu'on consacrerait environ 800 500 à 700. Ah. Oui. Ah, il a augmenté là. Non, sauf 500 à 700 sur la période de 3 ans. Oui, des acquisitions. Voilà, et donc on n'a pas dépensé du tout cette somme-là en 2023, donc on verra ce qu'on est capable de faire
en 2024. Vous avez déjà des cibles en tête, il me Oui, on répondra en pas. a plein. Oui, on en a plein. On en a plein. La question, c'est à la fois qu'il faut trouver des entreprises, disons, qui nous intéressent, des entreprises que nous intéressons, puisque si vous voulez, si les gens viennent travailler à Ipsos contraints et forcés, ils sont pas, éventuellement, ils n'y resteront pas. Et puis, dans des conditions, disons, de financement et dans des conditions de prix qui soient raisonnables. Dans tout ça, il faut qu'on en parle aussi. Il y a cette montée en puissance de l'intelligence artificielle. Oui. Opportunité ou menace pour Ipsos? Si vous voulez, toute technologie est un risque et une opportunité. D'ailleurs, dans l'idéogramme chinois pour crise, c'est opportunité. C'est risque et opportunité. Ouais. C'est la combinaison des deux, puisque pour faire un mot en chinois, il faut deux idéogrammes. Donc il y en a un qui est crise, l'autre qui est opportunité. Donc c'est bien parce que c'est sûr que c'est un risque, puisqu'il peut y avoir certains de nos services ou certaines de nos façons de travailler qui intègrent de l'intelligence artificielle et qui nous obligent à changer notre façon de faire, voire qui rendent obsolètes certains de nos services. Et puis c'est une formidable opportunité, puisque tout ce qui nous permet d'être plus efficace, de gérer plus d'informations, de rendre ces informations plus claires, plus structurées, plus prédictives, c'est très exactement au cœur de notre promesse vis-à-vis de nos clients. Donc c'est à nous à faire en sorte que l'intelligence artificielle soit plus une opportunité, soit la possibilité de nous améliorer dans les services que nous vendons à nos clients. C'est une question qu'on a dû vous poser 1 milliard de fois, mais je vais quand même vous la poser aussi. Je voyais le flottant, 86% de flottant en bourse. Oui. Donc voilà, donc on se dit, oh là là, OPA possible sur Ipsos. Ça vous inquiète pas plus que ça? Non, d'ailleurs, je me suis récemment renforcé dans le capital de la société, puisqu'on a fait des déclarations de seuil, et en disant que nous ne nous interdisons pas de continuer à acheter des titres. Moi, je suis très confiant dans l'avenir de la société. Et le fait qu'il y ait un flottant important, je veux dire, on a moi-même ainsi que le management d'Ipsos, nous avons plus de 20% des droits de vote. Donc la société n'est pas contrôlée par ceux qui y travaillent et par moi-même, mais en même temps qui s'y frotte s'y pique. C'est-à-dire si quelqu'un voulait, disons, prendre le contrôle de cette société contre l'avis, l'intérêt, l'ambition des principaux dirigeants de la société, eh bien, ce serait un risque. Et non pas une opportunité. Il y aurait peut-être une opportunité, mais enfin, la partie risque de la balance serait sans doute très importante. D'ailleurs, je observais que même à un moment où la valeur reconnue par Ipsos, par le marché boursier, donc où le cours était à 30 alors qu'il est aujourd'hui à 60-65, personne n'a pris le risque Et maintenant, ça coûte 2 fois plus cher. Et maintenant, ça coûte 2 fois plus cher. Mais c'est intéressant d'ailleurs, Didier Truchot, vous avez raison, parce qu'en mars 2021, vous étiez là. À l'époque, l'action valait 30 €. Et j'ai retrouvé votre citation. Vous aviez dit « La vraie valeur d'Ipsos est supérieure à ce que les marchés reconnaissent aujourd'hui. L'action en vaut 65 ». Donc déjà, vous avez eu le nez creux. Mais aujourd'hui, vous pensez plus ce que vous avez dit il y a 3 ans. C'est-à-dire ? La vraie valeur d'Ipsos est supérieure à ce que les marchés reconnaissent aujourd'hui. Oui, je dis toujours la même chose. Ah bon, et jamais content, quoi, en fait. Hein. Non, c'est pas que je suis jamais content, c'est que je regarde à quel prix se font un certain nombre de transactions. Si vous voulez, aujourd'hui, la difficulté d'Ipsos, c'est que nos principaux concurrents sont sous LBO, donc ils ne sont plus cotés en bourse. Mais ils vont se recoter. Et on va bien voir à quelle valeur Kantar va se recoter l'année prochaine, à quelle valeur Nielsen, il y a 2 Nielsen maintenant, le premier et le deuxième vont se recoter, etc., etc. Et on verra bien qu'en effet, ils vont se recoter à des niveaux de valorisation qui seront sans doute au moins égaux, sinon supérieurs à ceux d'Ipsos aujourd'hui. Je ne me plains pas du cours. Je veux dire, à 30, c'était très bien, à 65, c'est encore mieux. Oui. Mais, enfin, surtout pour les actionnaires et pour moi en tant qu'actionnaire. Mais, si vous voulez, c'est à nous de bien faire comprendre au marché ce que nous faisons, comment nous le faisons. Et à partir du moment où cette compréhension sera partagée, je n'ai pas de doute que la valorisation d'Ipsos, reconnue par le marché, sera encore supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Depuis octobre, c'est comme la remontada, pardon de le dire comme ça, sur le cours. Hein. Depuis le mois d'octobre, j'ai regardé le graphe. Vous savez que je suis un supporter du Paris Saint-Germain depuis 1975, donc
cette évocation est un peu douloureuse. agressive et douloureuse. Non, elle est pour moi aussi, parce que je suis aussi... Mais bon, voilà. Et vous voyez, hier, j'étais au Parc des Princes, je me suis ennuyé pendant ce match. Mais bon, ça ira mieux mercredi contre Nice. Rendez-vous 21h10 est pris. On finit là-dessus, Didier Truchot, pour celles et ceux qui nous regardent, qui n'ont pas d'action Ipsos en portefeuille, les épargnants, les investisseurs, vous leur dites quoi? Je leur dis simplement que nous allons fêter l'année prochaine nos 50 ans. Donc on a une histoire, on est monté de 0 à 2,5 milliards, voire 3 milliards l'année prochaine, et qu'on a encore plein d'idées pour mieux vendre notre métier, qui est le plus beau métier du monde, après le journalisme, bien entendu, qui est un métier dans lequel on vend à nos clients quelque chose qui leur est extrêmement utile, qui est une information auquel ils peuvent croire, et qui est pertinente par rapport aux décisions qu'ils ont à prendre. Moi, j'ai vécu plus de 50 ans dans ce métier, et honnêtement, je suis le plus chanceux des hommes. Bon ben voilà. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Didier Truchot, donc, président du conseil d'administration d'Ipsos, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, à retrouver en replay dès 14h. Merci à vous. Merci beaucoup.